La petite maison sur la route vous est présentée par BMR Dinaco. On inspire vos plus beaux projets depuis 50 ans. BMR Dinaco, une force coopérative fièrement bâtie par les membres de la région. Par Habitat Multigénération et son 2e festival canadien des mini-maisons à Lantier. Depuis la crise économique de 2008, la popularité des mini-maisons a explosé partout en Amérique du Nord. Au Québec, quelques entreprises ont commencé à faire leur marque dans le domaine. L'une d'entre elles, Ma Maison Logique, a vu le jour au Kamouraska en 2015. La petite maison sur la route, c'est leur histoire et celle d'un nouveau rapport à l'habitation. Donc, qu'est-ce qui se cache en arrière de la définition du mot « logique » dans Ma Maison Logique? Logique, bien, dans le fond, chacune de nos unités, que ce soit une maison, une mini-maison, parce qu'on fait aussi des maisons, des mini-maisons. Les boîtes à caresses, ça correspond aux micro-maisons, sur roue ou sans roue. Puis on va faire aussi les boîtes à dodo. Les boîtes à dodo, ça va être des petites cabines d'hébergement, donc des petits modules déplaçables, modernes et originaux. Puis le mot logique revient dans chacune de ces unités-là, dans le sens que tout est conçu logiquement, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est efficace énergétiquement, puis conçu durable aussi. Oui, la logique se reflète partout, dans le fond, au niveau de la conception, que ce soit au niveau technique, des matériaux locaux, des matériaux sains, que ce soit la finition aussi, c'est la même chose. Adapté pour 4 saisons, parce qu'on a un hiver ici, puis on veut quand même essayer de stimuler l'économie locale en hiver. Parce qu'on ne se comptera pas de menterie, toute ferme en hiver ici, là, mais on veut essayer de pousser pour que ça reste ouvert et qu'il y ait une économie à l'année. C'est dans l'optique de logique aussi, tout ça. Vous vous êtes lancé le printemps dernier ou à la fin du printemps dernier. Oui. Pourquoi ce moment-là plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que vous avez décidé à ce moment-là, bon, on est prêt, on part une nouvelle compagnie? Nous, on est installés dans le Kamouraska depuis janvier 2014. Puis le premier hiver nous a servi à mettre sur pied la petite John du coin. Deuxième hiver, lui, c'est une machine à projet. Fait que là, ça pétille dans sa tête, puis il faut qu'il accouche de quelque chose. Puis depuis le mois de novembre, on travaillait sur quelque chose sans trop savoir encore c'était quoi. Puis tranquillement, pas vite, est née Ma Maison Logique. Fait que deuxième hiver, deuxième projet. Quand même. Et le Kamouraska, pourquoi avoir choisi cette région-là alors qu'il y en a plusieurs autres qui auraient pu accueillir un projet comme le vôtre? Moi, je suis native de Saint-Pascal, donc je viens d'ici. Puis mon cœur est revenu ici, puis je remercie la vie tous les jours de m'avoir ramené ici. Moi aussi, c'est mon cœur qui m'a amené ici, finalement. Étant de la Gaspésie, puis étant en couple avec Catherine, la première fois que j'ai mis les pieds à Kamouraska, sur le bord du fleuve, puis que j'ai vu la beauté du paysage, après 2 semaines, j'ai dit à Catherine, si tu veux déménager ici, il n'y a pas de problème. Fait qu'à partir de là, le mouvement de déménagement s'est enclenché tranquillement, pas vite. Quand vous avez décidé de lancer Ma Maison Logique, vous avez choisi de construire une tiny house, un peu pour devenir le fer de lance ou votre premier gros projet médiatique avec plus de visibilité. Pourquoi vous avez décidé de choisir une tiny house on wheels sur des roues? Bien, au départ, on avait un projet initial qui impliquait des tiny houses, qu'on a mis de côté pour tout de suite, mais que ça a été comme la voie qui a mené à la création de Ma Maison Logique aussi. Puis, dans le fond, nous, on avait besoin d'un produit modèle pour être capable de présenter les produits de l'entreprise, puis aussi un besoin d'une résidence secondaire quand on fait la location de la petite journée du coin. Donc, ça répondait à 2 besoins qu'on avait. Puis aussi, on essaie toujours de promouvoir le downsizing, la diminution des espaces, tout penser les espaces pour nos clients. Donc, on s'est dit, on va penser cet espace-là pour nous, puis on va l'habiter, puis on va le tester. Donc là, on va l'habiter. L'inspiration, elle est venue d'où? Est-ce que vous avez regardé ce qui se faisait aux États-Unis, puis vous vous êtes dit, on devrait l'approprier, ou c'est vraiment parti de ce qui se faisait un peu ailleurs au Québec, même si c'était encore au premier stade là, de la chose? Non, ça fait longtemps qu'on regarde les micro-maisons. C'est parti nécessairement des États-Unis, ouais. Fait qu'on connaît pas mal tout le réseau de tiny house qui se fait
États-Unis, Canada. On a fait beaucoup de recherches. Là. Ça fait longtemps. Ça fait pas 6 mois, ça fait 1 an, 2 ans qu'on regarde ça. Donc, le moment où vous avez commencé, vous vous êtes dit, bon, on en fait une tiny house, let's go. Comment est-ce qu'on commence à la concevoir? Ça a été quoi le premier impératif? Des millions de clics sur Internet pour voir ce qui se fait ailleurs, puis visuellement et techniquement aussi. Puis là, tu dis non, non, pas ça, ça oui, OK, ça oui. Mais tu sais, moi, la portion, c'était juste portion design, là. Pascal, lui... Ben, la première chose, c'est que tu vas chercher le visuel, là, de qu'est-ce que tu vas avoir, que ça ait l'air de l'extérieur, puis après ça, tu rentres en dedans, puis tu fais la même chose à l'intérieur. Tu analyses qu'est-ce que tu as besoin comme technique, comme utilité, ben, ça va aller chercher la liste des priorités que tu veux dedans. Là. Versus l'espace que tu as. Ouais. C'est ça le challenge de construction. C'est ça, le challenge. Donc, combien de fois est-ce que vous êtes parti d'une vision extérieure, peut-être comme celle-ci, ou bien peut-être comme celle-là? Celle-là, c'est la finale. Ça, c'est la finale. Oui, ça, c'est ce qui est... c'est ce qu'on a produit, mais en fait... Il y en a eu beaucoup de croquis. Mais pas tant que ça. On a su rapidement que c'était ça qu'on voulait, là. L'idée extérieure, rapidement, là, en regardant plusieurs, on l'a imaginé plutôt rapidement, là, avec les portes françaises pour donner beaucoup de clarté à l'intérieur, de luminosité. Les dormers ici en haut pour la chambre, encore une fois, aller chercher beaucoup de luminosité. Le look bardeau de bois, plutôt déclin de bois à l'extérieur pour aller chercher le côté rustique, le bardeau de cèdre sur le toit, encore une fois rustique. Dans le fond, on voulait la faire à l'image des petites maisons coquettes du Kamouraska. Parce qu'on voulait aussi vous permettre de poser vos questions, on a créé le segment suivant. Ma question logique, c'est comment on fonctionne avec les déchets au niveau de la salle de bain, de la toilette? Bonjour Annie. Les déchets, c'est comme dans une maison conventionnelle, une poubelle, recyclage et compost. Au niveau de la toilette, c'est une toilette à compost, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on a un séparateur de liquide et de solide. Les liquides s'en vont directement dans les eaux grises. Le solide s'en va dans un bac. Il faut changer le bac quand le bac est plein. On fait composter le tout. Ensuite, c'est possible d'utiliser le tout pour comme compost au niveau des plantes. Mais il faut éviter les jardins car c'est du consommable. Qu'est-ce que vous devriez remarquer? D'abord, ma couleur d'amour, ma couleur fétiche que j'ai toujours voulu retrouver sur ma maison de rêve. Donc là, j'en ai profité pendant que j'avais une petite maison à faire parce que ma maison de rêve, c'est pas pour tout de suite. Fait que j'ai utilisé mon beau verre mousse que je désirais depuis si longtemps. Et le blanc, toujours le blanc. Moi, tout ce qui est immaculé blanc, j'adore. Donc, ensuite de ça, tous des matériaux nobles, du bois. Donc, pour l'aspect rustique, l'aspect chaleureux, une porte en bois faite sur mesure par Pascal, le revêtement de bois, le bardeau de cèdre sur le dessus, pour rappeler les petites maisons ancestrales du Kamouraska un peu, puis le côté rustique de tout ça. C'est intéressant, cependant, que vous ayez décidé de rentrer de côté, si on veut, Ouais. dans la tiny house. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Donc, d'amener finalement les visiteurs ou d'amener ta porte d'entrée de manière latérale, disons. C'est une idée qui nous est venue en regardant plusieurs, puis en magasinant notre concept favori. L'idée d'avoir une terrasse comme ça qui continue dans la maison, avoir une espèce de continuité entre l'extérieur et l'intérieur avec les portes françaises, on est allé rechercher ça. Donc, on va être assis dans la banquette intérieure, puis on va avoir une impression de grandeur avec la fenestration. Puis, c'est ça, ça nous amenait un aménagement intérieur plus intéressant en faisant ça comme ça que plutôt qu'en rentrant à une des deux extrémités. Veux-tu nous montrer des choix de design que tu as fait à l'intérieur? Avec plaisir. Allons-y. Donc, quand on rentre dans la tiny house, quand tu as commencé à travailler sur le design, tu t'es dit, je veux qu'on sente comment, ou comment est-ce qu'on devrait approcher l'intérieur? Moi, je voulais avoir une impression de calme, de douceur, de zénitude, un aspect enveloppant, chaleureux, toujours dans une optique un peu rustique, mais aussi moderne, pas trop rustique.
Donc, c'est ça, c'est un peu l'atmosphère que j'ai voulu créer. Comment est-ce que tu as réussi à la créer? Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ce résultat-là? Bien, d'abord, quand on entre, on a la banquette avec multiples coussins parce que je suis folle aux fleurs, mais aussi folle aux coussins. Fait que là, ça donne une impression de confort, une envie de se jeter dedans. Il y a aussi le choix des matériaux, le choix du bois. Il y a du bois partout. Quelques endroits, des touches de bois brut, dont le plancher pour vraiment l'aspect chaleureux, donner de la chaleur à l'espace. Quelques touches par-ci, par-là de bois brut, puis beaucoup de blanc. Parce que le secret du blanc, c'est l'effet de grandeur, bien évidemment. Fait que pour moi, c'était évident que la boîte à caresses allait être blanche pour donner une impression de grandeur, finalement. Quand tu nous parlais de l'extérieur, tu disais vouloir retrouver un peu là, l'ambiance d'une maison d'antan. Quand on regarde le choix de décoration que tu as utilisé, c'est quand même aussi dans un style qui est un peu vieillot. Est-ce que c'était censé faire partie du concept en tant que tel? Bien, ça, c'est mon style à moi. C'est ceux qui connaissent la petite jaune du coin vont la reconnaître dans la boîte à caresses aussi, là. Je m'en sors pas. C'est ma passion de... Pardon, de donner une deuxième vie aux objets anciens. Dans le fond, chaque décor, je trouve que un décor qui a de l'âme, c'est un décor qui a des objets réutilisés, si on veut, là. Sans ça, c'est plus froid. Donc, c'est tous des trucs que j'ai trouvés comme ça, par-ci, par-là, dans des brocantes, des petits magasins de trucs de deuxième, seconde main. Fait que, mis ensemble, ça fait un décor éclectique, mais c'est ce qui me rejoint puis ce qui me ressemble le plus. Tu as le côté vintage, mais aussi on retrouve un côté peut-être un peu plus moderne. Tes choix au niveau de l'éclairage. Tu es allé avec une ampoule quand même plus grosse, mais une ampoule dérobée. La même chose qu'on retrouve aussi dans l'autre éclairage en arrière. C'est un style quand même qui... Il y a quand même une différence qui a été faite au niveau de l'éclairage. Pourquoi? Parce que moi, j'aime, comme je disais, j'aime les décors éclectiques. J'aime pas que tout soit dans la même lignée, là. Comme mon luminaire principal, c'est un luminaire antique que j'ai fait un peu en bricolage, là, mais... puis après ça, je suis allée rajouter des touches plus modernes parce que je veux pas être catégorisée rustique ou champêtre. J'aime mieux être éclectique avec une touche de rustique, mais aussi du moderne, comme bien balancer les choses. Et peut-être maintenant une question très scientifique, Catherine. Très scientifique. Si on se tourne vers tes coussins, Oui. comment tu as choisi ça? Parce que c'est éclectique au tout minimum, alors qu'ailleurs, les palettes que tu utilises sont toujours dans un ton qui est un peu délavé, dans un ton qui est un peu pâle. Ici, on retrouve cependant une espèce de free-for-all coloré. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la seule fantaisie que je me suis permis dans la boîte à caresses. Je voulais que le punch principal soit la banquette de coussins, que ça soit le point d'ancrage de tout ce beau décor-là. Donc, c'est éclectique, oui, puis chaque coussin a une histoire. Chaque coussin, je peux le prendre dans mes bras puis l'aimer. Ils ont toute une histoire, puis je les aime toutes. Puis moi, mes règles de décoration, c'est si tu aimes l'objet dans tes mains, bien, peu importe où tu vas le mettre dans ton décor, ça va être beau. Au final, tout va être beau. C'est ça, des décors éclectiques, finalement. C'est chaque objet qui a une histoire, puis qui représente quelque chose pour toi, que tu mets dans ton décor, puis ça fait des ensembles chaleureux et qui signifient quelque chose, qui ont de l'âme. Ma question logique serait comment fonctionne l'eau pour faire couler la douche? Bonjour Régine. Dans le fond, on a une alimentation directe avec un boyau qu'on peut connecter à l'extérieur ou remplir notre réservoir d'eau de 110 litres à l'intérieur. Par la suite, tout ce qui est commodité au niveau de lavabo, douche, au niveau de l'eau, on fait simplement tourner le robinet et l'eau sort du robinet comme dans une maison standard. Si l'eau passe par le réservoir d'eau, ça passe par une pompe 12 volts qui propulse l'eau. Et j'ajouterais à ça que pour l'eau chaude, on a un chauffe-eau au propane. Puis vous avez mentionné qu'il y a une liste finalement de ce qu'il devrait y avoir à l'intérieur. À quel moment vous avez réalisé que, OK, il n'y a vraiment pas tant de choses que ça qui peut rentrer dans une tiny house? On s'en est pas rendu compte. Parce qu'encore là, je trouve qu'il y a de l'espace puis du rangement
Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup de rangements. Ben, j'ai toujours été quelqu'un qui savait rentrer dans un sac à dos environ, là. Donc, moi, je trouve qu'il y a de l'espace là-dedans pour ranger tout ce qu'on a besoin. Mais c'est sûr que chaque personne, chaque conception, donc à partir de là, ben, c'est la liste de priorités. C'est quoi qu'on a nécessairement besoin pour vivre dedans, là. C'est sûr qu'on a besoin d'une place pour cuisiner. On a besoin d'un four ou on peut y aller avec un mini-four. Ça nous prend une toilette standard, toilette à compost. C'est toutes des choses qu'il faut analyser. Là. C'est chaque personne. Puis c'était quoi les incontournables de justement qu'il vous fallait absolument dans Les cette tiny incontournables house-là? pour nous, les incontournables pour nous, sur mesure avec nos besoins qu'on voulait, c'était... La vaisselle. Non. Nécessairement avoir un lit d'appoint pour recevoir. Fait qu'un lit double pour recevoir. On voulait beaucoup de rangements. On voulait pas avoir à manipuler les choses pour, exemple, ouvrir la salle à manger. On voulait que ça se fasse facilement parce que sinon, on l'aurait pas utilisé. On voulait un espace cuisine adéquat parce que je continuerai à faire de la sauce à spag, comme je me plais à dire depuis le début, même si on va être dans une micro-maison. On retrouve aussi dans votre tiny house un poêle à bois. À quel point c'est important d'inclure cet outil-là ou cette composante-là dans le produit final? Bien, pour nous, c'était un système de chauffage adéquat, premièrement pour le coin. Là. On est dans une région où il y a beaucoup de bois. La deuxième chose, c'est qu'on voulait avoir l'aspect chaleureux du poêle à bois parce qu'on s'est toujours imaginé, nous autres, dans notre tête, assis sur la banquette, en regardant par la porte française à l'extérieur, avec le poêle à bois allumé, la petite coupe de vin dans la main. Ça a été notre ligne de visée, si on veut, de cette partie-là de la tiny house. Pour accomplir cette atmosphère-là ou ce milieu de vie-là, est-ce que c'est venu conditionner un peu d'autres choix que vous avez fait à l'intérieur? Parce que ça vient avec un genre, ça vient avec un style. Est-ce que cette vision-là dont on va être bien assis confortablement en train de regarder à l'extérieur, est-ce que ça a vraiment conditionné votre approche pour le reste? Absolument, nécessairement. L'intérieur est tout conçu pour que ce soit chaleureux, douillet, confortable, parce que c'est petit, mais on veut aussi avoir envie de passer du temps là. Là, c'est beau, c'est l'été, on est toujours dehors, mais à l'automne, on va avoir envie de rentrer à l'intérieur, de faire du cocooning, si on veut, puis c'est intéressant d'avoir un environnement enveloppant pour avoir envie d'y rester. Puis on voulait aussi avoir la possibilité de jouer à des jeux de société, justement, en automne. Ça a été un critère pour nous autres. Là. La table, il fallait être capable d'être 4 dessus, il fallait qu'il y ait de la place pour mettre le jeu de colon de Catane, finalement. C'est la base. Exactement. Mais là où ça devient intéressant, c'est est-ce que ces critères-là, vous les avez tous mis sur une liste avant de commencer, puis dire, bon, OK, on a besoin de ça, on a besoin du côté cocooning, on a besoin des Settlers of Catan, on a besoin de X, Y, Z. Là, on commence à construire ou c'est quelque chose que vous avez additionné au fur et à mesure du projet? Oui, c'est plus des choses qu'on a additionnées au fur et à mesure. À chaque fois qu'on arrivait à une prise de décision, bien, on se questionnait à savoir, OK, on a-tu besoin d'un frigidaire taille standard ou on peut s'autosuffire avec un petit frigidaire? Puis, tu sais, selon nos besoins à nous, bien, un petit frigidaire allait nous accommoder amplement. Fait que, tu sais, c'est des décisions qu'on prenait sur le fly, si on veut, où on en était rendu dans la conception. Ouais, un coup, on a fait le plan plancher, bien, on travaillait avec le plan plancher. On est parti, on savait qu'on pouvait pas avoir moins d'espace que ça dans la salle de bain parce que c'était le plus petit qu'on était capable de réussir à avoir, finalement. On n'essayait pas d'agrandir, on essayait de rapetisser la salle de bain. Puis après ça, on est parti de là avec la superficie de cuisine qu'on avait besoin, puis comment on était capable de configurer le tout. Puis après ça, bien, tout l'espace qui restait, bien, on a réfléchi à l'espace qu'on avait besoin pour être bien et être capable de tout faire, qu'est-ce qu'on voulait. Là. Est-ce que tu avais déjà fait un projet comme celui-là où, dès les premières étapes, la notion c'est espace, espace, espace? Aussi petit que ça, non. 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 Parce qu'il faut tout tu rentres la mécanique quand même d'une maison dans beaucoup plus petit. Si on pense peut-être à l'isolation en tant que telle, comment ça fonctionne? Comment tu as approché ça avec ton background puis tes connaissances en construction éco-durable? Dans le fond, étant donné que c'est un modèle qu'on peut promener sur le chemin n'importe quand, on est limité à 8 pieds 5 en largeur. Donc, je suis parti du 8 pieds 5 puis j'ai enlevé mes couches de revêtement extérieur. Puis juste pour arriver à l'espace que j'avais,
versus l'espace qu'on voulait garder à l'intérieur. Puis là, je me suis assis à la table à dessin en avant de l'ordinateur, simulation énergétique, la valeur isolante, comment que je pouvais couper les ponts thermiques, comment j'étais capable de diminuer ma quantité de montant. La technique de charpente n'est pas la même que dans une maison standard. La façon d'isoler non plus, un matériau à l'extérieur, l'autre matériau à l'intérieur. Il y a certains matériaux que si on met à l'extérieur, bien, ils perdent leur valeur isolante à partir d'un degré, dans le fond. Donc, elle est où la combinaison gagnante pour réussir à bien isoler une maison comme ça? Bien, c'est de ne pas regarder, dans le fond, l'habitation comme un mur, un toit, un plancher, c'est de regarder l'ensemble. Parce qu'il y a des parties, comme en largeur, on ne peut pas isoler tant que ça, parce qu'on est limité par rapport au chemin, puis si on veut garder de l'espace. La même chose, c'est le plafond, on est capable d'en mettre un petit peu plus, mais c'est tout d'analyser les besoins énergétiques. Dans le fond, c'est ça que j'ai fait. On a pris l'ensemble au complet. On a analysé les pertes thermiques des ponts thermiques, on a analysé la valeur isolante plancher, plafond, toiture. On a rajouté les fenêtres là-dedans, puis les portes, question de valider. Parce que souvent, la valeur isolante d'un mur, qu'est-ce qui est considéré, c'est en plein centre de l'isolant, mais on ne prend pas en compte les montants puis les fenêtres. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble au complet. C'est pour ça qu'on est en triple verre au niveau des fenêtres. Le verre est trempé, étant donné qu'on roule sur le chemin. On n'a pas de pont thermique, il n'y a aucun contact de structure avec l'extérieur. C'est pas mal ça qui fait la force, là. Puis pour savoir l'épaisseur qu'on allait mettre à telle place, l'autre place, bien là, c'est tout en faisant des simulations énergétiques, là. Si on fait le tour peut-être de la maison tranquillement, une des choses qu'on remarque, Pascal, c'est qu'il y a beaucoup de fenêtres. Ça, c'est un choix particulier. En tout, je pense qu'il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 7 fenêtres. 7 fenêtres. 7 fenêtres plus la porte. Pourquoi avoir décidé, plus la porte, pourquoi avoir décidé d'en mettre 7? Bien, l'espace est assez petit, donc le but est de toujours voir à l'extérieur, d'avoir 3 points de vue partout. Donc si on rentre à l'intérieur, on voit le point de vue de la fenêtre qui est là, point de vue salle de bain, point de vue en haut, point de vue de la cuisine. Donc on voit toujours 3 points de vue, peu importe ce qu'on trouve dans la maison. C'est petit, on ne veut pas avoir l'impression d'être emprisonné. Donc en voyant à l'extérieur, bien, ça nous crée une ouverture sur l'extérieur. Bien ça, est-ce que ça a été un défi au niveau de la consommation énergétique, le moment où tu Bien, décides d'avoir cette fenêtre? C'est sûr qu'une fenêtre, c'est un trou dans le mur, là. Ça, c'est officiel. On aurait pu en mettre moins qu'elle ait été plus efficace, mais le but, c'est d'aller chercher l'efficacité avec le plaisir de vivre dedans. Parce que si on a juste l'efficacité, bien, c'est une boîte, pas de fenêtre. Au bout du compte, il faut vouloir rester dedans. Quand même. L'autre chose qu'on remarque, c'est aussi consommation électrique. Oui. C'est aussi simple que de brancher comme ça dans le mur pour aller chercher l'électricité nécessaire? Oui, exactement. C'est une prise, dans le fond, c'est une prise 30 ampères. À l'intérieur, on a un panneau 30 ampères électrique qui nous donne 30 ampères d'électricité. On se connecte tout simplement comme une roulotte ou un Winnebago, si on veut. OK, quand même. Puis à l'intérieur, quand on va aller voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut installer? Est-ce qu'il y a une batterie qui fonctionne à l'intérieur pour accumuler l'énergie? Présentement, nous, on n'en a pas parce qu'on peut être connecté en tout le temps, mais si on voulait aller vers l'autonomie, on pourrait juste mettre des batteries avec un chargeur à batterie. Quand on se connecte, ça charge les batteries, ça nous donne une certaine autonomie. Si on veut pousser plus loin encore, on peut rajouter des panneaux solaires qui vont charger les batteries avec le soleil, puis qui vont nous donner une plus grande autonomie qui peut aller jusqu'à l'autonomie à 100 %. On va peut-être continuer un peu par ici aussi, parce que là, il y a Ici, ça peut être intéressant de mentionner que ça, c'est la connexion pour l'eau. On peut connecter de l'eau comme sur une roulotte directement avec une hausse par cet endroit-là. Ou on a le remplissage de notre réservoir à eau qui se trouve d'avoir 107 litres par le même endroit ici. 107 litres, ça représente quoi au niveau de la fonctionnalité d'une maison? C'est-tu beaucoup, c'est pas beaucoup? Au niveau d'une maison, bien, c'est pas énormément, mais comme on dit, c'est une tiny house, faut tout réduire que ce soit autant de la douche, que ce soit l'eau potable. Mais ça, c'est notre réservoir qu'on pourrait dire à eau potable. Il serait possible de rajouter un autre réservoir qu'on récupérerait l'eau de pluie, puis lui, il serait utilisé pour le lavage de la vaisselle, la douche. Sauf que nous, étant donné qu'on a la possibilité d'être connecté tout le temps, bien, on se connecte directement. Mais ce serait possible de rajouter justement une annexe, puis d'ajouter un système plus Définitivement, ou moins permanent. tout est possible. La seule chose qu'il faut savoir, c'est au niveau de la conception. Un coup qu'on le sait à la conception, on peut rajouter peu importe. Peu importe. C'est quoi le besoin principal, l'autonomie ou la facilité d'opération, finalement. On va aller juste devant ici, où là, il y a une portion très importante. La remorque ici, elle est capable de soutenir combien de livres? C'est quoi le poids? Quand vous avez fait ce choix de remorque-là, elle est capable
de faire quel genre de job? Ben, en fait, on a 2 essieux de 5000 livres dessus, donc ça supporterait 10 000 livres. Le trailer, lui, en supporte avec toutes les analyses. Le fabricant, lui, c'est 9670 livres environ là, de mémoire. Là. Quand même. Et lorsque tu considères l'entièreté de ce qu'il y a dans la maison, jusqu'aux cuillères et puis jusqu'aux tomates, Ouais. elle pèse combien à peu près? Bien, présentement, on n'a pas encore eu le temps d'aller sur la balance. Là. Ça va se faire au courant de la semaine, mais c'était entre 8000 et 9000 livres, l'estimation. Là. OK, quand même. Donc, il te reste quand même beaucoup de marge de manœuvre. Oui, définitivement, mais le but, c'est pas d'aller à la limite des choses. Là. Puis aussi, c'est pas fait pour être transporté à tous les jours. Là. Non. Ça se déplace, là. On a fait 1000 km avec, mais c'est pas fait pour se déplacer, justement, tous les jours. Et si c'était à recommencer, cette planification-là, cette conceptualisation-là, est-ce qu'il y a un point de départ que vous choisiriez pour dire, bon, on veut bien gérer ce projet-là, on devrait commencer ici? Bien, de mon point de vue, c'est toujours le look, là. Le look extérieur qui va décider. Là. À mon avis, là, au niveau de la conception du plancher, si la personne veut un 24 pieds au départ, bien là, c'est sûr qu'on va analyser les priorités. Là. Ça va être les électroménagers, l'autonomie, si elle veut être autonome au niveau de l'énergie, autonome au niveau de l'eau, c'est quoi son système septique, c'est toutes des choses à analyser. Puis après ça, chaque chose prend de l'espace, donc il faut planifier avec cet espace-là après. Il se levait le matin puis il disait « OK, je sais comment que je vais faire comment je vais installer mon chauffe-eau. OK, c'est beau, je sais comment je vais faire telle trappe. OK, c'est... » Moi, je me levais le lendemain puis je disais « Ah, c'est beau, les armoires, ça va être un beau petit bleu. » Mais tu sais, tout prenait forme dans nos têtes respectives. Puis moi, je rentrais, je voyais les formes, les couleurs, les petits coussins, Lui, il rentrait, il voyait les formes, les meubles allaient être où, le technique, ça allait être où. Avant même que le premier clou ou la première vis soit vissée, le plan était béton, puis on savait où on s'en allait, puis tout était planifié, puis tout était réfléchi. C'est pour ça qu'on a réussi à la construire en 40 jours. On n'a pas eu beaucoup de surprises. Là. Les produits spéciaux avaient tout été achetés au préalable. Donc, quand on a commencé la construction, bien, ça a été notre fameux sprint de 40 jours de construction. Et ce sprint de construction, c'était pour se rendre au premier festival des mini-maisons à Lantier, dans les Laurentides. Un voyage pas sans embûches que vous verrez dans le 2e épisode de La petite maison sur la route.